Bonjour à tous, on espère que vous allez bien. L'Euro touche à sa fin, mais avant, il y a une finale. On est là pour faire la preview. Générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. Bon, on va commencer par le sommaire. Vous connaissez le schéma classique. Une vraie hype. On va parler d'abord, est-ce qu'il y a une hype autour de cette finale d'Euro opposant l'Angleterre et l'Espagne. Ensuite, on parlera de ces Three Lions. Il faut briser la malédiction à un moment, faut gagner une compétition internationale, il n'y en a pas eu depuis 1966. Et puis on se demandera est-ce que c'est l'année de l'Espagne parce qu'ils font une compétition stratosphérique. C'est peut-être la meilleure équipe de football sur cette compétition, on verra. Et pour finir, on parlera des joueurs à suivre. Et bien sûr, il y aura notre prono. Hein. Nous, on est là pour se mouiller. Hein. Nous, on va vous donner à manger. Donc Malik, pour commencer cette émission, on va rentrer directement. Moi, je vais te demander, est-ce que pour toi, il y a une vraie hype? Je pense que oui, parce que si on regarde l'Euro complètement, je pense qu'il y a eu assez des déceptions, dans le sens où jusqu'aux demi-finales, justement, qu'on a vécu cette semaine, je pense que beaucoup ont été déçus du niveau, de la qualité de certains matchs de cet Euro. On peut l'expliquer après par l'aspect de beaucoup de matchs, blablabla. Mais je pense que jusqu'à ces demi-finales qu'on a vécues, qui ont été vraiment deux très bons matchs, je trouve, de football, beaucoup ont été déçus de l'Euro en général, même si ça avait bien commencé. Et je pense que justement, tout le monde est hypé par cette finale parce qu'on a une équipe qui est la meilleure de la compétition, qui a été la meilleure dans le jeu de la compétition, qui a le mieux joué au foot sur la compétition, contre l'équipe qui a le meilleur effectif sur le papier, sur la saison de la compétition. Donc je pense que les gens sont hype pour cette finale. Du moins, moi, je le suis. Après, tu vas me dire, nous, c'est peut-être parce qu'on est bousillé du football, on aime trop, même si c'était, je sais pas, Ukraine, Slovaquie, on aurait regardé. Peut-être que j'abuse aussi même quand je dis ça. Mais moi, franchement, je suis hypé pour cette finale et je pense que les gens aussi. Oui. Je suis assez d'accord avec toi. Au-delà de la compétition et l'aspect spectaculaire, pour moi, dans le storytelling, il y a quelque chose de beau à raconter pour cette finale, quelle qu'en soit l'issue, puisque déjà on a une opposition de style, opposition un peu de culture dans ces deux sélections. On a une sélection qui a empilé les très grands joueurs sans jamais gagner. Enfin, sans jamais gagner, ça fait un long moment, on l'a déjà dit dans le sommaire. Et t'as une équipe qui va se baser sur des individualités, parce que Southgate, il t'invente pas le football, il te met 2-3 principes de base, et il fait marcher ses top players, et de l'autre côté, on a un collectif incroyable, une Espagne qui base son jeu et ses pensées football sur le jeu collectif, sur le jeu de possession, mais qui a évolué vers un jeu de transition également. Et en plus, on aura soit une Angleterre qui va briser une malédiction vieille de 58 ans, ou on aura soit une Espagne qui va marquer nos esprits avec un 7 euros remporté. Et en plus de ça, ça ouvrira encore plus les débats pour le Ballon d'Or. Imaginons si un Bellingham le prend, avec... et qui mettent un doublé et qui ramène l'Euro en Angleterre. Moi, honnêtement, énormément de hype par rapport à ça, mais sur l'aspect spectaculaire, honnêtement, j'attends de voir. Donc, une fois qu'on a parlé de ce qu'il y avait de la hype ou pas, d'ailleurs, dites-le nous en commentaire et n'hésitez pas, on rentre dans la vidéo, on like, on s'abonne, si c'est pas déjà fait, on active la cloche, encore une fois, si c'est pas déjà fait. Et Malik, toi qui es l'expert du football anglais, parle-nous de ces Three Lions qui doivent briser cette malédiction. Et arrête de rigoler, c'est un sujet sérieux, s'il te plaît. Non, je rigole pas parce que tu m'as fait rire avant d'utiliser le terme sport du football anglais. Je dirais plutôt fan, admirateur du football anglais, ce jeu un peu direct qui va au contact, assez athlétique. Et justement, tu parlais d'opposition de style, mais c'est un peu le débat Première Ligue, Liga qui revient un peu. Donc je pense qu'il y a beaucoup de... Tu parlais de storytelling, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire sur cette finale. Et moi... Si vous suivez la chaîne depuis un moment, vous savez à quel point je suis fan de Premier League, je suis fan du football anglais. Je suis pas un hater, je suis un peu un hater de comment les médias mettent en avant que le football espagnol, comme si c'était que le football espagnol qui était la seule vérité du football et c'était que comme ça qu'on joue au foot et même beaucoup de fans du football. Et donc moi j'ai hâte, mais pour revenir sur l'Angleterre, c'est des floppers. Voilà, c'est des floppers, ils ont floppé depuis tellement d'années avec des magnifiques joueurs, des Lampard, des Gerrard, des Rooney, des Beckham, les générations n'étaient même pas nées, ils ont floppé aussi. Pourtant, c'est le pays qui a créé le foot. C'est pour ça qu'on entend toujours Is football coming home, parce que c'est quand même le pays qui a fait que ce magnifique sport existe.
mais ils n'arrivent pas à être dominants au niveau international. Et aujourd'hui, ils ont l'opportunité de le faire en ayant clairement le meilleur effectif de la compétition. Et si on regarde même sur les accomplissements que les joueurs de l'Angleterre ont eu sur cette saison, à savoir un Bellingham, meilleur joueur de Liga, Palmer, meilleur jeune joueur de Première Ligue, Foden, meilleur joueur de Première Ligue, Rice, deuxième meilleur joueur de Première Ligue. Bref, on peut faire toute la liste. Bah, c'est normal que les attentes sont la victoire. Et je me rappelle que Ayoub, dans notre vidéo preview du début, avant le début de l'Euro, disait que si l'Angleterre perdait en finale, bah, ce serait considéré comme un flop aussi. Et d'une certaine manière, oui, malheureusement, parce que quand tu as le meilleur effectif, on s'attend à ce que tu gagnes, même si on sait que dans le football international, c'est loin d'être si simple, peu importe comment un certain Ayoub veut nous le faire croire avec l'équipe de France de Didier Deschamps. C'était ma petite pique pour Ayoub. Maintenant, on peut rester sur ce débrief. Donc non, moi, cette équipe d'Angleterre, j'ai hâte de voir ce qu'elle va faire en finale, parce que je trouve qu'on a une Angleterre qui est montée en puissance dans son tournoi. Je trouve qu'on a un Southgate qui est enfin, à partir des quarts contre la Suisse, a été obligé de trouver quelque chose d'autre, parce que sinon, contre la Suisse, ça allait pas passer. Et heureusement pour les Angleterres, c'est passé, et je pense qu'ils montent en puissance au meilleur moment, et ils vont jouer contre la meilleure équipe du tournoi, et on peut s'attendre au meilleur match possible de l'Angleterre, où ils vont avoir le ballon, entre guillemets, comme ils l'ont eu contre contre la première mi-temps face aux Pays-Bas, ou une Angleterre super défensive, comme tout au long de cet Euro, face à une équipe d'Espagne qui aura le ballon. Donc, hâte de voir. Mais je sais pas si on doit juste dire les pronos, mais moi, je pense qu'ils ont la capacité de... sera après. Ok, mais je pense que on aura un bon match quand même des Anglais. Si je dois donner un pronostic sur le match que de l'Angleterre, je pense qu'ils vont tout simplement tout donner. Leur finale contre l'Italie, ça a été perdu au penalty. Au final, ils n'ont pas été ridicules. C'était pas la finale la plus ouverte, bien sûr, mais c'était pas une finale où ils ont été ridicules, où ils ont flanché, ou comme le Paris Saint-Germain, ils ont fait... excusez-moi du terme, caca culotte, comme aurait dit mon ami Ayoub. Donc non, moi je pense que cette équipe d'Angleterre va faire un bon match dimanche. Je suis d'accord aussi, et pour moi, tu sais, j'ai regardé un peu ce qu'ils disaient dans le monde du football, et que ce soit sur les cotes ou dans les avis, l'Espagne est favori. Moi je suis pas d'accord avec ça. C'est pas par rapport à mon prono, mais parce que si on prend la forme du moment, je comprends que l'Espagne soit favorite, et elle est favorite. Par exemple, les cotes, j'ai vu des cotes à 2,50. Ouais, pas d'énormément. 3,50 pour l'Angleterre, c'est quand même 3,50 pour l'Angleterre, ouais. Et 2,50 pour l'Espagne. Donc moi, ça m'a quand même assez surpris. Pour moi, c'est quasi du 50-50, puisque on a une opposition dans les qualités, dans les défauts qui est assez conséquente. Et pour moi, on a une équipe d'Angleterre aujourd'hui qui arrive une fois de plus à un tournant de son histoire. Mais on a une équipe, contrairement à l'Espagne, qui est une équipe très expérimentée. Elle a déjà connu une finale. Ils ont l'habitude de remonter le score. Ils ont l'habitude de traverser l'enfer durant des rencontres. J'ai pas encore vu ça du côté de l'Espagne. Je l'ai vu contre l'Allemagne quand ils remontent au score, contre la France aussi, même si je pense que c'était assez différent. Mais l'Angleterre a ce surplus d'avoir déjà connu plusieurs compétitions où ils devaient la gagner, où ils devaient aller au bout. Là, on a toute une génération qui veut redorer le blason de l'Angleterre sur le football international, qui ne veut pas flopper une fois de plus. Et bien sûr que s'ils perdent aujourd'hui, ce sera un flop. Si l'Angleterre perd, enfin dans 2 jours, dimanche, ce sera un flop. Ils ont raté leur compétition. Enfin, rater leur compétition, c'est un grand mot, mais leur compétition n'aura servi à rien. Parce qu'encore la France qui fait demi-finale, la France, ils ont eu des euros, ils ont eu des trophées internationaux. Mais là, l'Angleterre n'a jamais remporté l'euro. Il faut le faire. On l'attend depuis si longtemps. Comme tu l'as dit, Malik, ils ont le meilleur effectif, mais moi je pense que l'Angleterre fera un très gros match. Je donnerai mon prono après. Pour moi, c'est les deux ont leur qualité, mais ce que l'Angleterre a de plus, l'Angleterre a beaucoup plus d'individualité salvatrice, d'individualité qui peuvent te changer un match. Un Harry Kane, il est capable à lui tout seul d'actions stratosphériques. Bellingham, Foden, on le sait très bien, même un Maino, la création qu'il peut t'apporter, on s'y attendait pas. Un Saka, et quand tu regardes le banc de l'Angleterre, c'est là que tu vois toute la qualité de la première ligue, puisque regarde juste un Cole Palmer qui a été meilleur jeune joueur, mais pour te faire une fleur, Malik, parce que je sais que ça va te faire plaisir, mais c'est vrai, il était dans la discussion pour être dans les meilleurs joueurs de première ligue. Et sans un élément offensif de plus, t'as le retour de Luke Shaw qui peut faire très mal en tant que piston en transition, t'as Ollie Watkins qui est un neuf
de grande classe et qui peut remplacer Harry Kane quand même. Donc tu as plusieurs joueurs sur des momentum qui peuvent te faire très mal, comme ils l'ont fait tout au long de leur compétition. La retournée de Bellingham, la tête de Kane pour alourdir le score, Saka qui vient de nulle part alors qu'il n'y avait pas une grande compétition, mais qui te met ce but décisif, Foden qui peut te créer un décalage incroyable, comme le but qu'il aurait pu marquer contre les Pays-Bas. Donc pour moi, l'Angleterre a tout pour remporter ce match, que ce soit défensivement, même si pour moi ma seule vraie inquiétude sur l'Angleterre, c'est son manque d'attention sur les transitions et son manque de structure, parce que quand je vois, ils ont le match de mercredi, ils ont eu énormément de chance de tomber face à une équipe des Pays-Bas qui n'a pas su saisir sa chance, puisque quand je vois le positionnement de John Stones, qu'à un moment au milieu de terrain on savait plus trop où se placer, et que t'as Bukayo Saka qui descendait très bas, de qui t'aurais pu en profiter pour faire plus de 1 contre 1, là face à l'Espagne, quand on voit ce qu'ils ont fait face à la Croatie en transition, face à l'Italie, ça peut faire très très mal. Donc moi je serais assez inquiet sur ce point-là, mais si tu arrives à régler ça, pour moi, tu as les cartes en main pour gagner ce match. Quelque chose à rajouter sur les Three Lions, Malik? Rien, on a tout dit. On passe à l'Espagne. Tu veux y aller? Où j'y vais? C'est moi, genre, ouais, tu peux aller, du coup. Tu peux aller. Je viens de beaucoup parler, donc je vais essayer de... mais si tu veux, je peux le faire, hein. Ça me dérange pas. Je vais essayer de faire vite pour que tu ailles et qu'on lance un peu le débat. Pour moi, l'Espagne a également tout pour gagner. C'est pour ça que je suis très indécis dans mon prono, même si je vais vous le donner et je vais me mouiller. Mais pour moi, c'est la meilleure équipe qu'on ait vue. Pas de 7 euros, mais ça fait un moment. C'est l'impression qu'on avait vu que l'Italie, je l'ai encore plus impactante avec cette équipe d'Espagne. Peut-être que c'est la culture de l'instant qui me fait dire ça. Faudrait que je regarde quelques matchs de l'Euro 2021. Mais si on parle vraiment de football, d'impression laissée avec l'effectif donné, et bien sûr l'Italie n'avait pas l'effectif de ces 30 glorieuses, mais pour moi l'Espagne, ils ont marqué mon cœur pendant très très longtemps. Je m'en souviendrai pendant très très longtemps avec l'effectif qu'ils ont, l'histoire qu'ils sont en train de nous raconter, la star de l'équipe, parce que c'est pas le meilleur joueur pour moi le meilleur joueur c'est Rodri, mais la star de l'équipe qui a 16 ans, Nico Williams qui a 21 ans, qui va sûrement arriver au Barça. C'est incroyable. Pour moi, il joue avec une certaine folie, avec une insouciance, voire même limite de l'inconscience, où ils sont là, ils veulent juste jouer au football et être meilleurs que l'adversaire. Et c'est tellement beau à voir qui reste des équipes comme ça. Ils ont un manque de complexité dans leur jeu, mais tout en alliant ça à une confiance tellement froide qu'ils vont gagner, qu'ils vont y arriver. Pour moi, ils ont tout également pour remporter le match. C'est pour ça que je pense qu'on peut avoir un très très beau match assez fou, comme un match assez fermé où les deux prendront pas trop de risques, comme les deux voudront pas se cramer dès le début et cramer leurs cartes. Pour moi, ils savent faire mal dans tous les systèmes. On l'a dit, on l'a redit tout au long de cet Euro, que ce soit pour garder le ballon ou en transition. Donc on aura une Espagne qui nous fera un très bon match. En plus de ça, ils ont le retour de Dani Carvajal, qui a été un élément crucial déjà du Real Madrid cette saison, mais en plus de l'Espagne sur cet Euro. Non, moi, sur cette équipe d'Espagne, comme je l'avais dit, je pense après le débrief contre la France, voilà, cette équipe d'Espagne, je pense avant le début de l'Euro, personne les voyait forcément gagner cet Euro. Beaucoup parlaient du Portugal, de l'Angleterre, de la France, de d'autres nations. Mais l'Espagne, voilà, on se disait, voilà, ils vont jouer du chouette football, du football beau à voir, mais on pense pas que ça suffira pour aller remporter cet Euro. Pourtant, dans la logique, dans la continuité de leur projet de sélection, il y a une certaine continuité avec cette équipe d'Espagne. Ils ont été en finale sur les 2 dernières Nations League, même avant que ce soit Luis de la Fuente. Ils vont en demi à l'Euro 2021. Et évidemment, la catastrophe en Coupe du Monde 2022 face au pays d'Ayoub, qui, je pense, a mis une bonne claque à la sélection espagnole. Et c'est pour ça qu'on a eu une Espagne nouvelle. Et c'est pour ça que des fois, en vrai, dans le foot, dans le sport et même dans la vie, perdre
des fois, c'est nécessaire. Perdre, des fois, c'est ce qui te permet de faire les ajustements pour faire mieux la prochaine fois et apprendre de ces défaites, de ces erreurs, de ces échecs. Et c'est clairement ce que cette sélection espagnole a fait. Rien qu'avec cette victoire en Nations League, je pense que ça a amené... Parce que tu parlais d'expérience en termes d'avoir déjà vécu une finale pour cette équipe anglaise, etc. Bien sûr, la Nations League, c'est pas à ce niveau, mais j'ai l'impression qu'on a une équipe d'Espagne, un groupe qui non seulement vit bien, qui a un bon mélange, qui a un mélange parfait entre l'insouciance, tu l'as dit, de la jeunesse, de Nico Williams, de Lamine Yamal, cette insouciance-là, tu as l'expérience apportée de joueurs qui ont joué des grands moments, des grands matchs, comme un Rodri, comme un Dani Carvajal, etc. Tu as aussi, entre guillemets, l'insouciance de joueurs un peu plus âgés, mais qui n'ont pas joué dans ces hauts niveaux-là, comme un Fabian Ruiz, comme un Marc Cucurella, etc. Donc je trouve vraiment que le mélange dans ce collectif, dans cette équipe espagnole, est parfait. C'est plus une histoire de Barça-Real, de ci, de ça. Tu as une équipe d'Espagne mélangée, non seulement avec le Barça et le Real, mais tu as aussi de l'Athletic Bilbao là-dedans, avec un joueur comme Viviane qui a gagné la Copa del Rey, comme Nico Williams d'ailleurs. Donc franchement, je trouve que le mélange est totalement homogène, pour utiliser les mots d'ailleurs de cette équipe d'Espagne. Et je trouve que ce groupe, depuis le début de l'Euro, a montré qu'ils savent vers quelle direction ils veulent. Et je pense qu'ils ne forcent rien dans leur manière de jouer au foot. Et c'est pour ça que, comme je t'ai dit, moi, l'impression qu'ils m'ont donné après leur 3-1 face à la Croatie, pas pour faire le visionnaire ou quoi que ce soit, mais je me suis dit, purée, mais c'était l'impression que l'Italie m'avait donné après leur premier match face à la Turquie. Et j'ai l'impression qu'ils peuvent aller all the way. C'est pour ça que moi, je suis entre guillemets plus fan anglais que espagnol. Mais franchement, cette finale va être très serrée. Mais cette équipe d'Espagne, j'ai l'impression qu'ils ne doutent pas. Et même si ils n'ont pas déjà vécu une finale d'Euro, la plupart des joueurs qui sont dans cette sélection, je pense qu'ils vont même pas réfléchir à ça et qu'ils vont aller jouer ce match. Et je pense même pas qu'on aura un match fermé, Ayoub. Mais je pense que on aura un match assez tactique, mais qu'on va vraiment vivre un beau match de football, Ayoub. Moi, ça, j'ai des doutes. Mais eux, ils ont justement cette insouciance. Pardon. Soit ça peut être une force, soit une faiblesse. Mais du côté de l'équipe d'Espagne, c'est une force. Les mecs, j'ai l'impression qu'ils ressentent pas le poids de la pression. Ils ont aucun doute sur leur football, sur les moments difficiles, sur les moments où sur les temps faibles dans les matchs, ou sur les momentum où c'est un peu plus compliqué pour eux. C'est ça qui est incroyable. Regarde face à l'équipe de France à la fin du match. T'as vu les conservations de balles, pardon? J'ai rarement vu ça. Une équipe à la fin, un Nico Williams, il est censé aller au poteau de corner et mettre ses fesses pour protéger la balle, et les mecs, ils essaient encore de faire tourner le ballon. T'as Viviane qui la laisse passer entre ses jambes pour la remettre au gardien alors que t'as un gros pressing. Au milieu de terrain, les mecs, ils étaient tranquilles. Olmo qui revient, ok. Merino qui te fait un contrôle orienté du pied gauche. Donc c'est tout simplement incroyable. Maintenant, sur l'issue du match, j'ai un peu plus de doutes. Mais maintenant, moi, je voulais parler plus des joueurs à suivre, si pour toi, c'est fait pour cette Espagne. Et oui, juste un truc que je voulais rajouter pour l'Espagne, c'est que contre l'Allemagne et contre la France, on a vu 20-15 minutes très compliquées. Enfin, très compliquées. De fin de match où tu joues plus, etc. C'était beaucoup plus compliqué contre l'Allemagne, puisqu'ils avaient un système offensif bien mieux mis en place. Et on a vu que ça t'a coûté un but. Et j'ai peur que contre l'Angleterre, ça pourrait être décisif. Ça, je tenais à le préciser. Il faudra faire attention à ça pour l'Espagne. Sinon, pour moi, on a tout dit. C'est dur de dominer complètement dans 90 minutes face à des équipes de ce niveau-là. Non, je suis complètement d'accord avec toi. Mais qu'est-ce qu'on dit sur les compétitions comme la Ligue des Champions, les compétitions internationales? C'est qu'au-delà de la tactique, du jeu, c'est ta surface et leur surface. C'est comment tu te comportes dans les deux. Et comment tu gères tes temps faibles et tes temps forts. Et leur temps faible, par moment, Mali contre l'Allemagne, c'était très, très, très faible. Parce que les vagues allemandes que tu te prenais, si tu te les prends contre l'Angleterre, et que cette fois-ci, ça passe en x2 sur 15 minutes, et que tu te prends 2 buts, tu auras des regrets. Mais bon, ça, c'est que mon opinion. Je préfère qu'on passe sur les joueurs à suivre. Les joueurs à suivre sur cette finale. Ouais. Des deux côtés ou juste on donne un joueur Des deux côtés, si tu veux en donner 2, 3, moi j'en ai 2, un de chaque côté. Moi je pense que du côté de l'Espagne, c'est clairement Dani Olmo. Dani Olmo qui depuis le quart contre
contre l'Allemagne a montré qu'il pouvait tout simplement faire des différences. Et tu parlais de pas être complexé, pas si. Et je pense que au-delà de voilà amener un trophée à son pays, etc., je pense qu'il y voit l'opportunité d'enfin pouvoir réellement partir de Leipzig. Parce que même Close à 60 Daniel millions. Olmo, mais parce qu'en fait, Daniel Olmo, j'en parlais hier avec un autre ami à moi, Ayoub. Mais je me dis pourquoi ça met du temps, parce que tout le monde le trouve super fort. Tout le Non, monde le Malik, trouve hyper Malik, bon. moi je suis un Mais grand fan de la pourquoi c'est Bundesliga, hyper ça me dur? choque pas. Même maintenant, moi Mais je suis Manu, je suis Chelsea, je le recrute pas. Mais ouais, c'est ça que j'allais Parce dire. que c'est un C'est joueur, pourquoi c'est aussi c'est typiquement, difficile. tu sais, tu vois James Rodriguez après la Coupe du Monde Si, 2014, Ayoub, c'est ça. c'est pour ça que je C'est l'aime. ça. C'est pour ça que je l'aime, les gars. C'est pour ça. Moi je t'aime On se aussi. comprend. Non, mais on est d'accord là-dessus. C'est la star, c'est le mec sur une compétition, il peut te faire croire que c'est Zidane, mais prends-le dans ton club. Et tu vas vite voir qu'il y a un match, deux matchs où il n'est pas constant, où il te rate des passes inutiles, où il t'apporte rien dans les 30 derniers mètres. Et sur un match, tu vas dire non, mais ce mec-là, faut le recruter 180 millions, c'est le futur, etc. Je pense qu'au-delà de ça, en fait, c'est difficile à le placer. Parce que Olmo, c'est pas non En plus plus, l'ailier typique, un contre un rapide comme un Nicolas. Genre, Nicolas, je trouve que c'est un ailier facile à prendre pour n'importe quel club. Alors qu'un Daniel Olmo, quand tu le prends, il peut être joué 10, il peut être joué un peu sur l'aile. Limite, pour qu'il performe le mieux, tu dois limite donner les clés de ton équipe à lui pour qu'il C'est ce qu'il performe. fait Mais c'est avec dur de Leipzig. donner ça. c'est ce qu'il fait à Leipzig. Il est milieu offensif droit, il a Tu énormément vois? de liberté, il peut jouer sur Et c'est l'aile à dur. gauche, il peut jouer dans l'axe, il peut jouer derrière l'attaquant, tu vois, Et avec c'est Marco dur de Rose. donner ça à un joueur dans les grands clubs. Tu vois ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est ça aussi qui jouait. C'est pas du tout le même style de joueur, mais je me rappelle quand on avait des discussions dans le milieu de mercato de Dybala, tu disais pourquoi c'est autant difficile de le prendre pour les grands clubs? Parce que tu dis, il faut un système assez spécial pour que Dybala brille. Et quel club est prêt à se soumettre et croit autant au genre pour faire ça? C'est compliqué, mais bref, pour revenir sur la Et finale, moi c'est je ce que pense réellement disait. Attends, juste, pardon, mais je pourrais T'inquiète. rajouter sur ça parce que c'est hyper intéressant ce débat-là, parce que j'y pensais. Et j'ai eu l'exemple James Rodriguez dans ma tête, mais même Thierry Henry dans une interview pour c'était Masterclass, je pense, il expliquait dans les schémas aujourd'hui, il y en a très peu qui veulent de numéro 10, puisque les coachs compliquent C'est de ça. plus en plus, etc. Donc si tu mets un numéro 10, non seulement le mec doit t'apporter une vraie valeur ajoutée, non seulement il va avoir une importance capitale dans ton effectif. Ah, Aujourd'hui, à qui joue numéro 10? De Bruyne? Foden? Ah, chez et Guardiola. encore. Chez Guardiola. Et encore, va voir leur débit physique, l'importance qu'ils ont. Tu vois? À part ça, il y a qui? Moi, j'en ai pas des exemples en tête. Regarde, même un Odegaard qui devrait être 10, même Arsenal, il joue Il joue limite en numéro 8, tu vois, même dans 8. ses efforts défensifs et tout. Et Odegaard, pardon pour la petite notification, et même un Odegaard, Il a se calmer. c'est mes mails, Malik, arrête. Tu vas pas m'avoir à ce jeu-là. Non, mais même un Odegaard, quand tu regardes, il a pris du temps à s'implanter à Arsenal, il est venu dans Arsenal en crise. Maintenant, un club qui vient, qui te prend le numéro 10 et qui dit qu'on va le faire marcher, la plupart du temps, ça floppe. Voilà. Mais c'était très intéressant, merci pour la question, mec. Non, en tout cas, voilà. Daniel Olmo pour moi. Parce que c'est ce genre de genre spécial où tu peux pas t'attendre, comme on a dit dans le football de maintenant. C'est rare de voir des 10 comme C'est ça. ton donc, joueur à suivre. pour moi, c'est mon joueur à suivre. Moi, j'en ai deux. Il y en a un, tout le monde en a rien à foutre, mais moi, j'ai envie d'en parler. Et le premier, pour moi, je fais pas innover. J'ai beaucoup aimé ton joueur et je pense que tu as raison, mais pour moi, c'est Bellingham. Parce qu'on parle de Kane, Foden, etc. Mais il y a un mec, on est en train de parler de Ballon d'Or, là. Il passe complètement à côté de son euro. Pourtant, c'est un joueur magnifique. Et je pense pas que c'est uniquement de sa faute. Comme je l'ai dit, on vous met en description le débrief d'Angleterre-Pays-Bas, mais c'est le positionnement qu'on lui donne. Et lui, c'est un joueur tellement respectueux, tellement discipliné, qui fait ce qu'on lui dit de faire. Mais est-ce que c'est bon de lui donner ça? On parlait de Daniel Olmo, Bellingham, c'est un numéro 10. Quand tu lui donnes les clés, regarde ce qui se passe au Real Madrid. Mais c'est Bellingham. Et au cas où, avec tous les milieux que tu as, tu peux créer un autre système. Donc, t'es pas dans l'obligation de faire ça. Mais pour moi, Bellingham, ça peut être l'homme de cette compétition. Moi, c'était entre lui et Yamal. Mais Yamal, demain, enfin, dimanche, il rate la finale. Tu vas lui dire quoi? Il passe à côté de son match. Frérot, tu viens de fêter tes 17 ans. Je sais pas, prendre des vacances en Espagne comme tout le monde et fait pas chier, tu vois. Non, je suis un peu dans la rigolade, mais honnêtement, Yamal, vu la saison, pas seulement l'Euro qu'il fait, personne ne lui en voudra qu'il rate sa finale, alors que Bellingham, il est en train de porter limite le poids d'une sélection sur ses épaules.
Et pour moi, c'était le seul joueur de l'Angleterre sur qui il y a autant de pression. Bien sûr, un Foden, il y aura des débats, mais la pression médiatique n'est pas la même qu'un Bellingham. Un Kane, il fait une très très belle saison et c'est le 9 des Three Lions, mais sa compétition, il passe à côté. Et il y a moins cette pression parce que le mec a jamais fait remporter un trophée à une équipe, même si cette saison, on peut difficilement lui en vouloir. Saka, c'est pas à lui que tu vas en vouloir. Même un Declan Rice qui passe à côté de son euro, on lui en voudra. Mais le personnage principal de cette équipe d'Angleterre, que ce soit sur le plan médiatique, pour l'Angleterre et pour le monde du football, c'est Jude Bellingham. Donc pour moi, toute la pression revient sur lui. Et pour moi, de l'Espagne, ouais, je suis chiant. Ouais. Je vais encore le mettre dans mon podium de Ballon d'Or. Ouais. Mais c'est Rodri. Attends, par contre, je t'entends pas. Non, parce que j'ai pas voulu le dire avant, j'ai chuté, j'ai fait Rodri avant même que tu le dises. Non, mais c'est Rodri. Non, mais honnêtement, parce que je pense que, et je l'ai pas dit, mais une des clés de ce match, ça semble évident, mais ce sera le milieu de terrain plus pour moi que le secteur défensif et le secteur offensif. Et quand je vois comment il a plié le milieu de l'équipe de France, mais même dans son jeu sans ballon, quand il montait plus haut pour laisser les défenseurs centraux s'occuper de la distribution, quand il avait Kanté sur ses fesses, et qui devait jouer en une touche de balle, et que le mec qui se débrouillait, on dirait qu'il était dans un taureau alors qu'il joue contre l'équipe de France. Chapeau, et je pense qu'une grande victoire de l'Espagne passera par un grand Rodri. Et je pense qu'il fera un très grand match. Et comme je suis chiant, et que vous êtes tous là à faire des propagandes sur vos joueurs pour le Ballon d'Or, moi mon joueur c'est Rodri, même si je pense que... Évidemment. Non, je pense qu'il gagne. Non, je le mets pas vainqueur au Ballon d'Or. Si, tu le vois Ballon d'Or. Non, mais j'aimerais qu'on le mette plus haut dans les débats. Tu vois, j'ai l'impression qu'on le cite pas. Bien sûr, on le cite peut-être pas pour la première place, mais pour moi, il y a un vrai débat pour le podium. Moi, tu sais pourquoi on le cite pas? Pourquoi? Parce que quand Jorginho devait le gagner en 2021, t'avais pas cette même énergie. D'accord. C'était la petite parenthèse. D'accord. Maintenant, je peux... Non, parce que je vais répondre, tu vas pas laisser ça comme ça. Tu prends n'importe laquelle de la saison dernière, la saison d'avant ou encore la saison d'avant, est meilleure que toutes les saisons de Jorginho. Mais Jorginho, en 2021, son impact, que ce soit sur Chelsea, quand Chelsea a gagné avec des champions, et quand l'Italie a gagné l'Euro, c'était à discuter. C'est faux. Donc, regarde comment le monde du football fonctionne aujourd'hui. Je vais t'expliquer, ça va aller très vite, copain. Tu m'écoutes et tu... Dis-moi. Maintenant, aujourd'hui, comment on fait les débats Ballon d'Or? Ok, on prend... Bon, qui a gagné l'Euro? L'Italie. Qui a gagné avec des champions? Chelsea. Qui a gagné la Première Ligue? Ça. Ok, quel joueur a gagné le plus de trophées? Oh, il y a Jorginho, Ballon d'Or. C'est comme ça qu'on fait. Même avec un Carvajal. Carvajal fait une très bonne saison, hein, et il mérite d'être aussi haut dans les classements. Mais là, il y a des mecs qui me disent, ah, si Carvajal gagne l'Euro, il y aura l'Espagne, il y aura le Real Madrid là. J'ai une question. Et on fait des calculs aussi simplistes que ça. Alors que bien sûr, laisse-moi terminer mon raisonnement, s'il te plaît, pour que je me fasse pas mal comprendre. Bien sûr que les accomplissements sont hyper importants. Mais il faut voir l'impact des joueurs. Faut pas voir les accomplissements et après se demander s'il y avait de l'impact. Parce que tout au long de la saison, que ce soit toi ou n'importe quel supporter de Chelsea, je suis en train de zozoter limite. Personne parlait de l'impact de Jorginho jusqu'à la fin. C'est vrai ou pas? Donc arrêtez avec ça. Vous allez pas me la faire à moi. Je suis un vieux de la vieille. J'en ai vu passer des bouffons comme vous. Vous allez pas me parler Jorginho Ballon d'Or. Il a été une place devant Benzema et ça c'est une honte. Non, c'est pas une honte. C'était le coup de gueule. Vous voyez comment écrit Jorginho, son impact sur la saison de Chelsea, c'était plus en première partie de saison, c'est vrai, je suis fan de Chelsea, mais l'impact de Jorginho sur le jeu de Chelsea était très important. Très important. Oui, très et même sur celui de l'Italie. Et même sur celui de l'Italie. Mais que ce soit avec Kanté, Rudiger, Thiago Silva, même Mason Mount, tous ces joueurs-là, et Edouard Mendy étaient beaucoup plus importants pour la Ligue des Champions de Chelsea. Je sais pas. Si, moi je sais très bien en tout cas. Si tu sais pas, moi je sais. L'Italie, j'ai préféré l'Euro des deux défenseurs, de Donnarumma, de loin. Et donc Jorginho était un joueur comme un autre dans cet effectif. C'était pas un élément clé. Il était important, mais on le met juste, puisqu'il a eu ces deux accomplissements, sans avoir un impact nécessaire pour être dans un podium Ballon d'Or. C'est quoi un impact nécessaire, justement? Moi, il est là, mon problème avec le Ballon d'Or. C'était pas lui qui... Mais ça, on en reparlera quand on fera les débats Ballon d'Or. Mais c'était mon petit coup de gueule. Non, parce qu'on a... Voilà, mais... Moi, c'était là juste pas la petite parenthèse sur Rodri pour Picaille. Vous avez vu comment il s'est excité. Mais ouais, maintenant, je peux dire mon autre joueur à plus d'impact ou pas de Jorginho?
Je t'ai pas entendu. Cette saison, quel plus d'impact? Rodri cette saison ou Jorginho en 2021? Rodri. Et la saison dernière? Tu prends la saison dernière de Rodri? Le triplé de Titi. Ben, Rodri. Ah, merci. Non, c'est tout ce que je voulais savoir. C'est bon. D'accord. Moi, c'était juste la petite parenthèse. C'est juste la petite parenthèse. Bref, maintenant, moi, mon autre, je rassure avant qu'on donne nos pronos final. Purée, mon français, excusez-moi. Corrigez-moi s'il y a des. Nos pronostics. Corrigez-moi. Mais moi, mon autre joueur a su du côté de l'Angleterre, oui, je suis subjectif, oui, vous savez déjà c'est qui, c'est Monsieur Cole Palmer. Et c'est pour ça qu'il doit absolument commencer cette finale. Bien sûr, Southgate ne va pas le faire parce qu'il prend aucun risque. Il en a pas là-dedans. Excusez-moi du terme. Mais Cole Palmer sera le joueur à suivre sur cette finale. Et surtout s'il rentre, si l'Angleterre est dans une situation, ils sont menés d'un but ou même c'est match nul, vous allez voir qu'il fera la différence. Parce que Foden, les 3 fois qu'il est sorti, l'Angleterre est démenée d'un but. L'Angleterre est revenue. Bref, c'était encore la petite parenthèse. Ayoub, donne-nous ton prono pour cette finale, s'il te plaît. On sait que tu vas dire 2-0 pour l'Espagne parce que Rodri va mettre une frappe de loin et parce que Rodri, il doit être ballon d'or. Fais pas chier. Attends. Tu penses vraiment que je vais pas répondre à ta connerie, là? Non, plus sérieusement, je pense que Palmer peut avoir un impact énorme en rentrant. Je pense qu'il peut changer le match à lui tout seul. Je dis bien lui tout seul. Maintenant, pour moi, il sera pas dans le 11 titulaire, donc j'y ai même pas pensé. Je pense que... Ouais, non, ça peut... Non, en vrai, c'est très intéressant. Honnêtement, je suis 100% sérieux. Il n'y a pas d'ironie là-dedans, c'est très intéressant. Parce que si on le voit rentrer en tant que super sub, et par exemple, je vais pas te mettre un but, le but salvateur, il sera très haut allé dans les hommes importants de cette finale. Et pour moi, mon prono, triplé de Rodri, Panenka... Non, je rigole plus sérieusement. Moi, honnêtement, j'étais très indécis sur ces pronostics. Donc, soit, là, je vous donne le prono que j'ai pas retenu, mais pour vous dire que si ça arrive, j'y ai pensé que je suis un génie. Une Espagne qui roule sur l'Angleterre, un 3-1, au bout de 90 minutes, 90 minutes, comme vous voulez. Ou soit, pour moi, on aura un 1-1, 2-2, et ça va jouer au penalty, et c'est l'Angleterre qui va remporter. Et toi, Malik? Mon prono, c'est plus le deuxième que Ayoub a dit. 1-2-2, ça fait au penalty. Et penalty, l'Angleterre va pas perdre en fait au penalty avec ce qui a été vécu. Bref, tout le truc avant, je pense pas qu'ils vont perdre au penalty. On a vu l'Espagne, moi, leur dernière. Ah, bien sûr, il y a eu contre la Croatie où ça a été beaucoup mieux. Mais la séance de penalty contre le Maroc, j'oublierai ça jamais de ma vie. Je pense que Ayoub aussi, mais d'un côté positif. Oui, voilà, d'un côté positif du côté de Ayoub. Et c'est vrai qu'il sera fort de but, donc ce sera pas le plus impressionnant, ou bien une victoire de l'Angleterre 2-1 sur le match, mais vraiment un match serré, un match spicy, mais je vois vraiment plus un match nul qui va jusqu'au penalty. Ok, maintenant c'est à vous de nous dire votre pronostic. On l'attend en commentaire, comme on vous l'a demandé en début de vidéo. Un petit like, ça coûte rien. Vous vous abonnez, vous activez la cloche. On vous prépare de belles choses. Si vous voulez avoir le débrief de la finale, c'est ici que ça se passe. Salut, merci à toi Malik. Et ciao, à la prochaine. Attends, Yuba. À combien de degrés sur tes deux pronos, genre, t'es plus en mode ça va arriver le premier ou mon deuxième prono? Le premier prono où j'y crois pas vraiment, je suis à... Pour moi, je suis à 30%, l'autre c'est 70%. Ok. Même 25-75, honnêtement. Parce que pour moi, c'est réalisable, c'est faisable, mais je l'imagine difficilement. Non, en vrai, c'est dommage. 70-30. Mais parce que si on est là pour faire rire les gens, etc., uniquement, je te dis le premier pour l'entertainment, mais je suis quand même obligé d'être un minimum objectif, de donner une analyse sérieuse et professionnelle, donc je vois plus la deuxième option. Dommage, je crois que c'est la première finale où Ayoub et moi on se rejoint sur les pronos. Finale Ligue des Champions, compétition internationale comprise. Le deuxième pronostic est beaucoup plus en corrélation avec tout ce que j'ai expliqué pendant la vidéo. Et toi aussi. Parce que si maintenant je te dis que ça va être hyper serré, que je suis indécis, je te dis 3-1 pour l'Espagne, Rodri va te mettre. C'est pas. Je me serais trompé sur mon analyse. Allez, merci à toi Malik et salut. À la prochaine.